Le 5 mars 1797 marque un tournant dans l'histoire de Tahiti et de la Polynésie orientale. À cette date, en effet, des missionnaires anglais protestants de la London Missionary Society arrivent sur le Duff du capitaine Wilson et débarquent dans la baie de Matavai. Ils sont accueillis par les Pomaré. Depuis l'arrivée de Wallis 30 ans plus tôt, en 1767, les contacts s'étaient multipliés entre navigateurs occidentaux et populations polynésiennes, mais ils n'avaient eu qu'un effet secondaire sur la vie quotidienne de la plupart des Polynésiens. Il n'en sera pas de même avec les missionnaires. La fin du XVIIIe siècle est marquée en Europe par la volonté des églises de procéder à l'évangélisation des peuples nouvellement découverts et de les initier aux valeurs de la civilisation occidentale jugée supérieure. C'est avec cet état d'esprit qu'arrivent en 1797 les missionnaires protestants anglais, puis un peu plus tard les missionnaires catholiques français. Sur Tahiti et Moorea, après des débuts difficiles, et grâce à la ténacité de l'un d'entre eux, le pasteur Notte, premier traducteur de la Bible en tahitien, les missionnaires réussissent à gagner la confiance du roi Pomaré II, qui finit par se convertir en 1812. Lorsque le roi se rend maître des îles du Vent, après la victoire décisive de Feipi, en 1815, les conversions s'accélèrent. Bénéficiant de l'aide et du soutien de Pomaré II, les missionnaires s'empressent alors d'imposer un nouvel ordre religieux et social. En 1819, ils rédigent et font appliquer un ensemble de règles très strictes, plus connues sous le nom de Code Pomaré. Lorsque Pomaré II meurt en 1821, il laisse des héritiers trop jeunes pour pouvoir gouverner seul. Ceux-ci, Pomaré III, puis la future grande reine Pomaré Vahiné IV, tombent alors sous l'influence des missionnaires, en particulier du pasteur Pritchard. La mission contrôle alors à ce point la vie politique et sociale du royaume que l'on peut parler de théocratie, c'est-à-dire d'une forme de gouvernement dans laquelle l'autorité politique dépend du pouvoir religieux. Aux îles sous le vent, les missionnaires anglais imposent aux chefs, entre 1820 et 1822, des codes de loi semblables à celui de Tahiti. Quant aux missionnaires catholiques français, arrivés plus tard en Océanie, ils en font de même aux îles Gambier à partir de 1834, sous l'autorité des pères Laval et Carré. Le roi Maputeoa est baptisé en 1838 et l'archipel se hérisse de très nombreux édifices religieux. Les Gambiers vivent sous l'autorité directe des missionnaires jusqu'à leur annexion en 1881. Les missionnaires ne réduisent pas leur action à l'évangélisation. Ils veulent aussi réformer la société polynésienne en lui faisant abandonner ses anciennes valeurs pour adopter les valeurs européennes. Cette perte de valeurs culturelles qu'ils provoquent ainsi s'appelle l'acculturation. C'est ainsi qu'ils regroupent les populations dans des stations, autour de temples pour les protestants ou d'une église pour les catholiques, ce qui permet de mieux les contrôler. On doit se rendre plusieurs fois par jour au culte, s'habiller à la mode occidentale, ne plus se livrer aux chants et aux danses traditionnelles, ne plus se faire tatouer. Mais c'est aussi dans ces stations que les missionnaires créent des écoles, initient les habitants à de nouvelles techniques de culture, les aident à mieux construire leurs habitations, luttent contre certaines formes de violence comme le cannibalisme dans certains endroits, les infanticides ou les guerres incessantes. La société est plus contrainte, mais plus sécurisée aussi. Cette pression religieuse et sociale n'a pas été acceptée par tous les Polynésiens. C'est ainsi qu'en 1826 naît sur Tahiti un mouvement religieux appelé la Mamaya, qui se dit chrétien, mais qui souhaite remettre à l'honneur les chants, les danses et les cérémonies anciennes. Il veut aussi se démarquer des règles jugées trop strictes, trop contraignantes, des codes de loi missionnaires. Ce mélange de deux religions s'appelle le syncrétisme. Le mouvement Mamaya, soutenu par la reine et par quelques chefs, finit toutefois par disparaître aux alentours de 1832.
La société polynésienne connaît dans le même temps un fort déclin démographique. Celui-ci est dû aux maladies importées par les nouveaux venus, comme la grippe ou la variole. Les populations sont décimées. Sur les 60 000 à 80 000 habitants que comptait Tahiti au temps de Cook, il n'en reste plus que 10 000 vers 1830. Les îles pleines, observées par les premiers navigateurs, sont ainsi devenues des friches. Avec l'arrivée et l'installation des Européens, de nouvelles activités se développent. Quelques colons viennent s'installer sur Tahiti et plantent du café, du coton ou de la canne à sucre. Les chefs eux-mêmes vendent aux Européens les surplus des récoltes. Les missionnaires, quant à eux, se lancent dans le commerce du porc salé qu'ils expédient à Sydney et dans les bagnes australiens. La rade de Papeete est de plus en plus fréquentée par des navires qui font le commerce de l'huile de coco, de la nacre, de la perle ou du manioc. De nombreux baleiniers y font aussi relâche. Les équipages de ces navires posent souvent problème car ils ne connaissent pas de loi et font régner la violence et l'insécurité. Au milieu des années 1830, la Polynésie orientale vit donc au rythme des missions qui semblent s'être partagées la région. Les missions anglaises protestantes aux îles de la Société, aux Tuamotu et aux Australes, la mission française catholique aux Gambiers et aux Marquises. Pourtant, une succession d'événements vont bouleverser cet ordre établi et conduire la Polynésie orientale à se placer sous la protection de la France. Et ceci est une autre histoire.